Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 75. Comme c'était le cas pour la suggestion précédente, consacrée à Divorce à l'italienne, je vais vous parler des films que nous programmons désormais à l'Odyssée, puisque nous sommes aujourd'hui le 15 juin, et dans une semaine, le 22 juin, l'Odyssée réouvre ses écrans au public. Et il y aura non seulement Divorce à l'italienne, l'objet de la suggestion précédente, mais il y aura aussi un des films les plus connus, qui a été un des plus grands succès mondiaux à l'époque, Docteur Zhivago, de David Lean, d'après le roman de Boris Pasternak. Roman donc écrit par un écrivain russe soviétique, mais qui était régulièrement ennuyé par la censure. Alors, le film date de 1965. Et faisons un petit flashback, un retour en arrière. En réalité, Boris Pasternak publie son roman en 1957. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le publie chez un éditeur italien qui s'appelle Feltrinelli, qui est connu pour être de gauche. Et donc c'est publié en Italie. Et un an après, alors ça va avoir un succès formidable, évidemment. Et un an après, en 1958, Boris Pasternak obtient le prix Nobel de littérature pour Docteur Zhivago, et qui est un roman extraordinaire, il faut bien le dire. Et donc, je ne sais pas, je pense que, je ne sais pas si le prix Nobel est toujours très neutre ou impartial, mais en tout cas, si on considère que c'est une distinction qui est de grande valeur, eh bien, c'est une distinction qui est à la hauteur de la qualité artistique du livre, bien sûr. Boris Pasternak, jeune, avait été très frappé par une chose que Tolstoï avait dite à son père, car Tolstoï était un ami de son père, et il disait que les empires peuvent disparaître, les régimes peuvent disparaître, mais c'est le grain de l'art qui, lui, continuera à rester en vie et continuera donc à semer autour de lui. Voilà. Et c'est une chose qui, évidemment, a marqué le jeune Boris Pasternak, qui, après avoir essayé d'être un compositeur, mais il paraît qu'il n'avait pas l'oreille absolue, eh bien, va se lancer dans la poésie et dans la littérature. Évidemment, il a des ennuis avec le régime stalinien et son abjecte idéologie du réalisme socialiste, qui faisait qu'on devait faire de l'art pour prolonger et servir la soupe aux directives officielles. C'était un art qui avait pour objectif de propager le point de vue officiel. Or, vous le savez, l'art doit être rebelle, impertinent, et c'est ainsi qu'il nous permet de nous libérer de nos œillères, et il nous permet de comprendre qu'il y a des horizons qui peuvent se démultiplier à l'infini. Et que c'est la raison pour laquelle aussi le cinéma soviétique des années 20, en dehors de toute pression stalinienne, eh bien, était un des cinémas les plus créatifs et les plus dynamiques et les plus inventifs du monde, assurément. Évidemment, il était trop jeune, il n'a pas pu vivre à cette période-là, et il va, donc, Boris Pasternak, être en proie à un certain nombre de tracasseries, voilà, de la nomenclatura administrative. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que le mari de Sophia Loren, Carlo Ponti, producteur qui est à cheval entre l'Italie et les États-Unis, eh bien, il achète les droits immédiatement de ce roman et il veut l'adapter. Alors, il était question que lui, il aurait bien souhaité que sa femme, Sophia Loren, puisse jouer le rôle, mais disons que il y a d'autres hypothèses qui ont été évoquées, ça n'apparaissait pas comme d'un plastique, et non pas la qualité de jeu de Sophia Loren, mais disons sa plastique.
ne correspondait pas forcément à ce qu'il y avait de plus adapté pour le personnage de Lara. À noter aussi que finalement, après plusieurs tentatives ou recherches, c'est David Lean en personne qui va imposer le nom d'une jeune actrice de 24 ans qui n'était pas très connue à l'époque, qui avait fait des apparitions mais remarquées dans quelques films britanniques et qui s'appelle Julie Christie. Alors, puisque je parle de Julie Christie, disons aussi que dans ce film, il y a quand même des acteurs incroyables. Il y a d'une part Omar Sharif, qui joue le rôle du docteur Yuri Zhivago. Il était question, David Lean aurait voulu le proposer à Peter O'Toole, mais Peter O'Toole avait été sorti et très éprouvé, si vous voulez, du tournage de Lawrence d'Arabie, dans lequel tournage était également présent d'ailleurs Omar Sharif. Et puis finalement, il va imposer cet acteur égyptien pour jouer le rôle d'un Russe. Et ce qui est intéressant, c'est que les maquilleurs avaient même mis un peu de sparadrap translucide pour légèrement étirer les yeux de Omar Sharif pour lui donner un air plus russe de l'Oural ou de la Sibérie, puisque le personnage est censé être né quelque part en Sibérie. Il y a aussi dans ce film Géraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin, Géraldine Chaplin, il faut donc dire. Il y a également, jouant le rôle d'un méchant docteur, il y a Rod Steiger, qui joue extraordinairement le rôle du pas très bien, du monsieur pas très bien. Et puis, il y a également Alec Guinness, qui joue le demi-frère du docteur Zhivago. Alec Guinness, qui était dans Le Pont de la rivière Kwai, qui avait été tourné un peu avant. Et donc, il va y avoir encore Tom Courtenay, qui va jouer le rôle du bolchevique militant qui va épouser, mais à peine consommé, le personnage de Lara dans le film et dans le roman. Alors, vous voyez qu'il y a un casting, comme on dit, de rêve. David Lean, d'ailleurs, c'était un grand réalisateur britannique qui a été connu déjà dans l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale. Il a notamment fait un film en noir et blanc qui est remarquable, romantique, Brève rencontre, mais en même temps, il avait démontré qu'il était capable de tourner des films de grands spectacles comme Lawrence d'Arabie ou comme Le Pont de la rivière Kwai. Donc il avait fait ses preuves et il faut dire à l'arrivée que le film Docteur Zhivago est assez extraordinaire. C'est une grande fresque épique, une épopée qu'on regarde et après on va se coucher tout tranquille pour s'endormir et se jeter dans les bras de Morphée, rêver peut-être à des épisodes supplémentaires accompagnant tel ou tel aspect de cette magnifique épopée romanesque. L'enjeu de ce film, à la suite de l'enjeu du livre, il est en fond très clair. La plume, le pinceau, l'art seront toujours plus forts que le glaive de la politique et de la propagande. Et c'est le cas de ce Yuri Zhivago, qui a une vie un peu tourmentée, une double vie même, une épouse et puis une maîtresse, la belle Lara. Et en réalité, je ne vais pas vous raconter parce que vous allez venir voir le film à l'Odyssée et ça mérite. Et en même temps, il est poète. Il est médecin, efficace, brillant médecin, et il est poète, et il est un de ces multiples personnages de l'histoire qui est plongé dans la tourmente, les troubles, les tempêtes liées à la révolution soviétique, plus exactement liées d'abord aux terribles destructions engendrées par la Première Guerre mondiale sur la société russe, liées
à la révolution soviétique, qui est une réponse, au fond, de ceux qui n'en peuvent plus de servir de chair à canon pour les intérêts d'une aristocratie dégénérée, il faut bien le dire, et qui ensuite sont livrés à la tempête encore plus forte de la guerre civile qui oppose les Blancs et les Rouges. Et c'est donc dans ce contexte particulièrement compliqué où ce ne sont pas uniquement des idées, mais des hommes avec des rancœurs, avec des soifs de vengeance, avec des calculs d'intérêt qui sont impliqués dans cette tourmente, d'après le roman de Pasternak et donc d'après l'adaptation cinématographique de David Lean. Ce sont tous ces gens-là qui sont impliqués et qui font qu'il y a des sympathies, puis il y a des antipathies, notamment vis-à-vis de toute tête qui dépasse, parce qu'on est dans une période où, évidemment, les enjeux sont très forts et donc l'impact politique peut être aussi désastreux et très fort. Et finalement, eh bien, on perd de vue le docteur Zhivago qui meurt, mais reste sa fille, qui n'a pas vraiment connu, ne se souvient plus de ses parents, et qui se promène avec une balalaïka dans le dos. C'est d'ailleurs, car le film étant construit en flashback, en retour en arrière, c'est avec cette convocation de cette jeune ouvrière qui ne sait même pas qui est son frère, et c'est son demi-oncle, si on veut, ou son oncle qui est le demi-frère de Zhivago, qui va lui raconter son histoire, car le demi-frère de Zhivago est devenu un apparatchik, un colonel des services de sécurité, et donc un personnage intouchable. Alors, ce film a eu, mais en même temps, qui a une part d'humanité. Vous voyez que c'est un roman qui est une histoire qui ne sont pas anti-soviétiques dans l'esprit de Boris Pasternak. C'est tout simplement un roman où on décide de critiquer tous les errements, toutes les erreurs, toutes les insuffisances, toutes les fautes du régime soviétique, de la même façon qu'en France, aujourd'hui, l'opposition n'est pas forcément anti-républicaine, mais elle peut être amenée à critiquer les défauts d'un régime républicain sans vouloir le subvertir forcément. Ça, c'est une chose qu'il faut rappeler, parce que, évidemment, ce roman, déjà en rappelant qu'il y avait des imperfections dans le régime soviétique, ce qui était quelque chose que ne pouvaient pas entendre les apparatchiks, que ne pouvait pas accepter le stalinisme, qui était tout le temps dans une volonté de pouvoir absolu arbitraire et de peur, de paranoïa, d'être renversé. C'est d'ailleurs ça qui a fait son caractère en grande partie totalitaire et la répression épouvantable qu'il a menée. Mais pour Pasternak, il ne s'agissait pas de dire non, c'est un régime qui est pourri, il vaut mieux le capitalisme, que les choses soient claires. Et ce qui est bien, c'est que dans le film, eh bien, on évite ce manichéisme-là. Peut-être parce que c'est une coproduction italo-américaine, peut-être que c'est aussi lié au fait que la guerre froide, en 1965, est quand même moins virulente qu'elle l'était à l'époque du macartisme, et peut-être parce que on était dans les débuts de ce qu'on appelait la période de détente entre les deux blocs américains, occidental, et soviétique de l'Est, d'autre part. Donc c'est un film où il n'y a pas de manichéisme, c'est un film qui, bien sûr, est très content de pouvoir montrer toutes les insuffisances du régime soviétique, et il y en avait, mon Dieu, et qu'est-ce qu'il y en avait dans le régime stalinien qui était à l'œuvre. Et donc c'est un film en tout cas qui sait faire la part des choses, et c'est ça qui rend à la fois attirant, intéressant les personnages, les situations et plus généralement l'intrigue qui organise le récit de ces aventures, de tout ce qui advient à ces personnages dans une œuvre qui a été un immense succès mondial à l'époque. C'est une grosse
production, comme on dit, et c'est un film qui a eu des Oscars, mais qui a été pratiquement vu partout dans le monde. Je dois ajouter, j'avais oublié de le dire, je m'en excuse, que la musique a été composée par un compositeur français, s'il vous plaît, un très très bon compositeur, plus sérieusement, français, qui s'appelle Maurice Jarre, et c'est la fameuse chanson de Lara, que je ne vais pas vous fredonner parce que je ne souhaite pas qu'il pleuve, même si la pluie, c'est un élément qui est toujours favorable pour les salles de cinéma, parce qu'au lieu d'aller dans les piscines ou sur les terrasses, eh bien les gens ont l'occasion de venir voir des films sur des écrans qui s'investissent d'une fictive profondeur. Et je souhaite que ce soit avec un grand plaisir que dans la grande salle de l'Odyssée, l'écran qui est derrière moi, vous veniez voir Dr Zhivago de David Lean avec Omar Sharif, Julie Christie, Rod Steiger. On avait même proposé à Marlon Brando, mais qui ne daignera pas répondre d'ailleurs, le rôle de Rod Steiger qui s'en sort très 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 bien, et beaucoup d'autres acteurs que je me suis permis d'évoquer auparavant. Je vous souhaite un très bon visionnement de ce film, essentiellement à l'Odyssée, mais si vous n'avez pas la chance de venir à l'Odyssée, il sera là à l'affiche pendant 3 semaines, sinon, un peu plus tard, eh bien, quand vous aurez le temps, vous le verrez par d'autres moyens, et peut-être qu'on le repassera à l'Odyssée. D'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous, respectez les consignes sanitaires, développez votre proximité cinéphile, désormais en venant à l'Odyssée, et surtout, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. Merci pour votre attention et rendez-vous le plus vite possible à l'Odyssée pour voir le docteur Zhivago. Au revoir.